Bonjour à toutes et tous. Donc quelques éléments que je vais vous présenter font écho avec ce que vient de dire Patrice aussi. Bon, moi, après quelques rebonds, je suis très heureux que nous puissions enfin nous retrouver pour cette journée d'études sur l'ADP. L'ADP, comme le disait Patrice, c'est un acronyme de jargon du travail social souvent usité pour désigner l'analyse des pratiques professionnelles dans notre secteur des métiers de la relation. Patrice a énoncé des raisons actuelles de la poursuite, de la montée en puissance de l'ADP. Et pour rappel, en 2018, la RIFT avait proposé une journée d'études sur l'ADP en travail social à partir des mêmes constats de demandes multiples et leur foisonnement. Les interrogations étaient alors les suivantes. Qui? Au service de qui? Au service de quoi? Cette même année, la RIFT ouvrait la formation des intervenants en analyse des pratiques en partenariat avec l'Université de Nanterre et le Master Sciences de l'éducation clinique de la formation. Je salue et remercie Christophe Dalibert, ici présent, qui a œuvré particulièrement à cette belle aventure. Nous constatons aussi l'augmentation sensible donc, des candidatures pour la formation des intervenants en analyse des pratiques. Il semble que dans des contextes de travail tendus par la crise sanitaire, par des questions de reconnaissance et de sens, par des manques de professionnels formés et des turnovers importants dans les équipes, des professionnels, souvent aguerris, souhaitent diversifier leurs pratiques et prendre le temps de s'arrêter pour se former et peut-être intervenir auprès et accompagner autrement des équipes. Ici présent dans la salle, ça fait écho aussi avec ce que disait Patrice, il y a un certain nombre d'intervenants en ADP qui se forment, mais qui accompagnent, qui s'engagent auprès des équipes, mais aussi qui, dans notamment des espaces de supervision, rapportent des constats d'équipes malmenées et d'institutions et d'organisations de plus en plus incertaines, où la question de ce qui fait lien et sens se manifeste, rebondit, voire se cristallise de plus en plus souvent dans ces espaces d'ADP. L'objectif central de cette journée d'études est de prendre le temps de s'arrêter et de partager ses constats, ses expériences, ses témoignages, pour penser l'analyse des pratiques des pratiques professionnelles dans les métiers de la relation, avec les questions qui sont les suivantes aujourd'hui. Quel sens pour les institutions et les équipes? Quelles demandes? Quels besoins? Pour nous accompagner dans cette élaboration et ces échanges, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claudine Blanchard-Laville, professeure émérite en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre, directrice de publication de la revue Cliopsy, intervenante en analyse des pratiques professionnelles. Claudine Blanchard-Laville est également auteure de nombreux livres et articles. Pour mémoire, des liens précieux que Claudine Blanchard-Laville entretient avec la RIFT, nous avions notamment eu le grand plaisir de l'accueillir en 2017 pour une journée d'études avec les référents professionnels sur la place des affects dans la relation d'accompagnement à la professionnalisation. J'ai aussi le grand plaisir également d'accueillir Narges Calabrese, directrice d'une MEX dans la région parisienne depuis plusieurs années, maître de conférences associée à l'Université Paris-Nanterre et intervenante en analyse des pratiques professionnelles. Narges intervient et est investie particulièrement dans la formation des intervenants en ADP de la RIFT. Toutes les deux sont également membres de l'équipe de recherche Savoir, rapport au savoir et processus de transmission du CREF, du Centre de recherche, éducation et formation de l'Université Paris-Nanterre. Dans cette première partie de matinée, à partir d'une action d'analyse clinique des pratiques réalisées auprès d'une équipe et d'une recherche débutée en 2017, c'est à deux voix qu'elles vont nous proposer des hypothèses théorico-cliniques et des repères pour mettre en perspective l'analyse des pratiques professionnelles au service de la fonction de liaison, faire face aux attaques aux liens dans les institutions. Après la pause de 10h45, Éric Baudry, que j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir, les rejoindra pour témoigner en tant que directeur de la place et du sens institutionnel et de la fonction de l'ADP dans l'établissement médico-social qu'il dirige en Loire-Atlantique. Nous terminerons cette matinée par un débat à partir de vos questions et réflexions. Quelques éléments d'organisation. Pour la pause méridienne, les salles 1036 et 1037 au premier étage, donc les salles sont affichées aussi sur les côtés pour les numéros de salle, sont à votre disposition si vous avez amené ou acheté votre déjeuner à emporter. Céline Poirier vous a adressé un mail à ce sujet. J'en profite pour la remercier, ainsi que tous les collègues qui ont contribué à la réalisation de cette journée.
Une table de presse sera à disposition pour les pauses avec des ouvrages sélectionnés par les collègues de notre beau centre de recherche et de documentation, pour ceux qui le connaissent, hein, collègues que nous remercions également. Les bibliographies sont accessibles à partir du QR code que je vais projeter aussi sur le... Donc il est présent là sur les côtés, mais comme ça permet tout de suite de télécharger, d'avoir les bibliographies. À 14 h, nous poursuivrons notre réflexion sur la fonction de liaison de l'ADP avec une table ronde, d'une part sur la place et la dynamique du groupe hein, dans un espace d'ADP, et d'autre part sur l'analyse de la demande et des besoins en ADP. Nous conclurons par une synthèse concernant les leviers et les freins repérés au cours de cette journée dans la mise en place et l'animation de l'analyse des pratiques dans les institutions. Maintenant, je laisse la parole à nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ah, pas l'habitude du micro accroché. Merci à vous, Patrice Martin, Luc et nous, de cette invitation qui nous donne l'opportunité de présenter notre travail. Nous avons intitulé notre intervention « L'analyse des pratiques professionnelles au service de la fonction de liaison, faire face aux attaques aux liens dans les institutions ». L'intervention est prévue pour durer environ 45 minutes. Tu pourras surveiller qu'on ne dépasse pas. Ce qui nous permettrait d'avoir environ 30 minutes d'échange. Nous allons interrompre l'exposé par 2 fois pour que vous puissiez poser des questions au fur et à mesure auxquelles nous tenterons de répondre. Dans la perspective de l'introduction que tu viens de faire, Luc, nous proposons pour notre part une intervention à 2 voix, Narges et moi-même, pour présenter, comme il vous l'a dit, un travail clinique d'analyse des pratiques professionnelles dans une maison d'enfants à caractère social que nous nommerons une MEX, avec l'intention de montrer en quoi ce type de dispositif est à même de transmettre aux professionnels de l'équipe éducative une capacité à exercer une fonction de liaison pour faire face justement à ce que nous nommons des attaques aux liens, en référence au psychanalyste Wilfred Bion, dont nous faisons l'hypothèse, avec d'autres auteurs cliniciens, que ces attaques sont prégnantes aujourd'hui dans les institutions socio-éducatives. Pour ce faire, nous nous appuierons sur une expérience menée dans la MEX que dirige Narges, en montrant quels peuvent être les effets attendus du travail d'élaboration psychique des pratiques professionnelles conduit auprès d'une équipe d'éducateurs. Nous participerons ensuite à la table ronde d'échange avec Éric Baudry dans un deuxième temps de la matinée, comme vous l'a indiqué Luc. L'aspect spécifique de notre intervention, c'est le fait que nous avons mené ensemble cette réflexion depuis nos places respectives de commanditaire de l'action pour ce qui est de Narges, directrice de l'institution où a eu lieu l'intervention d'analyse des pratiques, et d'intervenante pour moi-même qui ai animé les séances d'analyse des pratiques avec cette équipe d'éducateurs dans cette institution. Ce qui nous a sans doute permis de réaliser ce travail de recherche qui nous a conduit aux réflexions que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est une expérience de coopération de recherche que nous menons depuis assez longtemps en tant qu'enseignante-chercheur à l'université Paris-Nanterre, en particulier depuis que Narges a occupé un poste de maître de conférence associé dans l'équipe de recherche que tu as rappelé, savoir, rapport au savoir et processus de transmission de cette université dans laquelle je suis moi-même professeur émérite. Ce travail fait suite à plusieurs recherches que nous avons menées conjointement sur la co-animation de groupe, sur la transmission et l'accompagnement des étudiants qui réalisent un mémoire, et aussi dernièrement sur l'influence de notre généalogie familiale sur nos parcours professionnels en termes de filiation et d'affiliation.
que nous avons présenté au dernier congrès CLIOPSI il y a un mois. Cette modalité de coopération s'est construite progressivement à la suite de l'accompagnement que j'ai réalisé auprès de Nargès quand elle préparait sa thèse, et puis par la suite, lorsque tu as écrit le livre issu de ta thèse intitulé « Diriger une MEX » qui est publié chez l'Harmattan. Cela a nécessité néanmoins, de notre part à toutes les deux, tout au long de cette action, de mettre en œuvre ce que nous appelons avec d'autres un clivage fonctionnel entre nous pour respecter une forme d'étanchéité par rapport à ce qui se travaille subjectivement et concrètement pour chacun et chacune des participants du groupe d'analyse des pratiques. Il y a une erreur de pagination dans mes pages. C'est un peu compliqué. C'est inversé là. Ce qu'on partage toutes les deux, ce sont les élaborations théoriques que nous inférons de cette action et qui concernent les processus et les mécanismes psychiques en jeu. L'intérêt qui nous a animés dans cette recherche-ci et qui nous fait nous rejoindre, vous l'entendez, elle est du côté de la recherche. Ainsi, dans cet exposé, nous allons vous présenter l'analyse des effets de cette action que j'ai moi-même effectuée auprès d'une équipe d'éducateurs d'un service d'appartement partagé que nous appellerons pour cette intervention le SAP, dans la MEX que dirige Nargès, une action qu'elle a elle-même impulsée en tant que directrice. Il s'agit d'un espace groupal d'analyse clinique des pratiques proposé mensuellement. Il faut que tu me passes la page correspondante parce que là... aux éducateurs de cette équipe, donc qui comprend par ailleurs une psychologue, un ou une chef de service, ainsi qu'une maîtresse de maison, mais qui, eux et elles, ne participent pas au groupe d'analyse des pratiques. En régime de croisière, cette équipe comprend 6 éducateurs ou éducatrices. En réalité, cet effectif a pu se restreindre au cours de certaines périodes assez longues à seulement 4 éducateurs ou éducatrices, faute de possibilité de recrutement. Nous nous centrerons dans cette communication sur les répercussions de cette action, tant au sein de l'équipe concernée qu'au niveau des relations que les professionnels de cette équipe entretenaient avec les jeunes filles accueillies dans ce service, mais aussi nous indiquerons les effets observés au sein même de l'institution à travers les liens que cette équipe a instaurés avec les autres services et au travers du travail de liaison que cette équipe a pu diffuser à son insu auprès des autres équipes de l'institution et que Nargès a pu observer de sa place de directrice à l'occasion d'espaces transversaux de coopération. Alors on peut s'arrêter 2 minutes sur ce début, surtout avec mon cafouillage avec les feuilles. Est-ce que vous avez bien saisi le contexte ou est-ce que vous avez une question? Donc, Nargès parle de sa place de directrice, moi de ma place d'intervenante, mais toutes les deux, on est en position de chercheur pour comprendre les effets de cette action. Ça va? Mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors, ce que nous vous proposons maintenant, dans un premier temps, Nargès va décrire succinctement l'institution MEX qu'elle dirige et les circonstances dans lesquelles elle a souhaité faire appel à moi pour cette action. Elle vous indiquera les spécificités du contexte de son institution au moment où le dispositif s'est mis en place en septembre 2017. À mon tour, je vous présenterai les modalités de travail que j'ai soutenues avec cette équipe depuis maintenant 5 ans. On est en 2022 et l'action se poursuit toujours. Ainsi qu'un aperçu des élaborations que les éducateurs ont pu conduire dans l'espace groupal que je propose, tout en respectant la confidentialité des propos échangés.
Enfin, nous montrerons les effets de cette intervention, ce que j'ai moi-même pu observer pendant les séances au travers des paroles des participants, et Narges évoquera les effets qu'elle a pu repérer au niveau de l'institution elle-même. Nous conclurons, s'il nous reste du temps, en proposant quelques hypothèses théoriques sur les processus que nous considérons comme potentiellement à l'œuvre dans ce type de dispositif. Bonjour. Alors, cette équipe d'éducateurs constitue l'un des services de la MEX que je dirige depuis 12 ans. Aujourd'hui, je suis en congé depuis le mois d'août dernier, en congé pré-retraite, puisque je serai à la retraite à partir du 1er février 2023. Donc je ne suis plus dans l'institution aujourd'hui, c'était juste pour préciser ça. Cette MEX est située dans la région parisienne et s'occupe de jeunes filles en très grande précarité, donc elle n'accueille que des jeunes filles psychiques, donc des grandes précarités psychiques, hébergées dans des appartements type studio ou F3, et donc dans lesquels elles sont en colocation. Et les appartements sont à proximité de l'institution. L'établissement comprend 3 unités d'hébergement et 2 services, dont le SAP, qui fait l'objet de cette action, et un service d'accueil de jour. Comme je l'ai développé dans un article paru dans la revue Carrefour de l'éducation, je propose, à la suite de plusieurs auteurs, dont Jean-Pierre Pinel en 2008 et Georges Gaillard en 2009, je ne pensais pas que ça ferait ça tout de suite. Bon, je suis désolée. Juste pour vous dire que peut-être vous êtes au courant, mais Jean-Pierre Pinel est un collègue qui vient de nous quitter. Et c'était pour nous plus qu'un collègue. Je suis désolée, je pensais que ça arriverait plus tard peut-être. On l'a reçu en février dernier, toutes les deux, pour une rencontre à Nanterre pendant 3 heures. Et nous avons publié dans le dernier numéro de la revue Cléopsy cet entretien. Et il nous a envoyé les modifications sur cet entretien la veille du jour où il est décédé brutalement en sortant de chez lui. Donc pour nous, c'est plus qu'un auteur que nous citons beaucoup. C'est un collègue et ami qu'on aimait beaucoup. Donc je reprends, pardon, merci Claudia. Donc je propose à la suite de Jean-Pierre Pinel donc, en 2008 et Georges Gaillard en 2009, qui ont eux-mêmes utilisé une notion dont Alain Noël-Henry est le concepteur, de qualifier de mésinscrites les adolescentes que nous accueillons dans ce service, ce qui résume de manière subjective leurs difficultés. Pour cet auteur, Alain Noël-Henry, un lieu de la mésinscription est un lieu où ceux qui n'ont de place nulle part ont leur place. Ce qui m'apparaît être une manière pertinente de décrire la nature des jeunes accueillis dans l'institution que je dirige. Ce que Alain Noël-Henry désigne par mésinscription, c'est le fait que certaines catégories de personnes suscitent irrépressiblement des représentations associées à des affects terrifiants, provoquant un effet de scandale. Cet auteur explique comment la société mobilise une grande variété de processus sociaux, qu'il nomme processus de réduction de la mésinscription, visant à faire disparaître l'objet mésinscrit de la scène sociale par la mise à mort, l'expulsion ou l'enfermement, en marquant une frontière entre lui et la communauté des sujets qui se reconnaissent entre eux comme pleinement humains. Je vais donner un tout petit exemple qui, à mon avis, va résonner pour tous, en tout cas, et toutes qui ont l'habitude de travailler dans ces institutions. C'est par exemple, quand vous envoyez une jeune ou un jeune en colo, les colonies ne sont pas des organismes qui relèvent de la mésinscription, et qu'on vous appelle 3 jours plus tard en vous disant « c'est pas possible, il faut venir la chercher, quoi qu'il en soit ». C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les éjecte, il faut qu'ils sortent de là, parce que nous sommes les lieux où ces jeunes peuvent revenir quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si je pourrais un peu plus développer, mais voilà, la mésinscription, c'est vraiment cette idée-là. Pour ce qui concerne la description des conduites de ces jeunes filles accueillies, ce sont les réflexions de Jean-Pierre Pinel,
que je privilégie lorsqu'il décrit le quotidien des équipes instituées dans nos institutions spécialisées, en mettant l'accent sur la fréquence et l'intensité des agirs violents chez ce type d'adolescents. Il montre que ces agirs conduisent les professionnels à réagir dans l'urgence et que par l'agir, ces adolescents sans limite vont exporter certains éléments essentiels de leur fonctionnement psychique dans le cadre institutionnel. Et ainsi, ils transfusent des configurations de liens pathologiques dans les configurations de liens pathologiques dans les liens institutionnels. Les praticiens et l'équipe constituent ainsi, selon lui, une structure d'appel à cette forme particulière d'exportation. Il fait ainsi remarquer que ce processus de transmission directe hors langage se traduit par une déliaison des systèmes de liens individuels, groupaux et institutionnels, ce qui produit le phénomène qu'il désigne par homologie fonctionnelle. Ces sujets mobilisent l'équipe dans un fonctionnement en miroir. Elle fonctionne alors sur un mode similaire à celui des jeunes accueillis. En fait, tous les professionnels de l'AMEX, quelle que soit la place qu'ils ou elles occupent, y compris, comme je l'ai montré dans un article publié dans la revue Cliopsy en avril dernier, les directeurs ou directrices eux-mêmes sont pris dans ce type de fonctionnement en miroir. Mais l'enjeu de la communication aujourd'hui se situe ailleurs et comme le rappelait Claudine, il s'agit pour moi ici de mettre la focale sur le travail clinique groupal accompli auprès de cette équipe et sur ses effets dans l'institution. Je voudrais aussi dire quelques mots des circonstances particulières du début de l'intervention pour laquelle j'ai sollicité Claudine. En effet, 3 séances en septembre, octobre et novembre lui ont été proposées... 2017. En 2017, donc au début de l'intervention, lui ont été proposées en forme de test, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après lesquelles le groupe d'éducateurs avait à répondre favorablement ou à rejeter, en tout cas, la possibilité de poursuivre parce qu'on les engageait dans un travail clinique qui n'était pas si évident. Et l'équipe a répondu favorablement à la poursuite de ce travail. Pendant longtemps, je me suis sentie ambivalente vis-à-vis du travail à proposer à cette équipe du SAP, en lien avec l'exigence du niveau d'élaboration que je lui supposais. Vu l'histoire clinique de ce service qui avait été créé dans les années 76 par le psychiatre psychanalyste en poste dans l'institution, à cette époque, bien avant mon arrivée. Et c'est le recrutement d'une nouvelle chef de service, qui avait elle-même une formation clinique, qui m'a encouragée à faire ce pas de solliciter une intervenante extérieure, clinicienne, en qui nous avions confiance, la chef de service et moi-même. On peut encore peut-être faire une petite pause, là, si vous avez besoin d'éclaircissement, de poser des questions, enfin un temps d'échange, qu'on ne soit pas dans un flux comme ça. Sur le contexte de l'intervention, ça paraît clair? Bon. Est-ce qu'on aura votre topo? Est-ce qu'on aura votre écrit ou pas d'intervention? Parce que c'est quand même complexe à certains endroits. C'est pour ça, ouais. Je comprends confusément ce que vous dites, mais je veux dire... On pourra vous le donner, oui. Oui, il je est pense écrit. que c'est une bonne idée. C'est écrit, bien sûr, on peut vous le donner. Sur le mécanisme de fonctionnement du mémoire, ce que vous connaissez, je crois. Sur l'homologie fonctionnelle, oui. Comment ce forme-là, j'aimerais bien le relire une ou deux fois. D'accord. Nous vous le communiquerons. Et la bibliographie renvoie aussi à ces textes-là, parce que, tu as raison, Jérôme, c'est assez complexe, alors que quand on le lit, ça ne fait que parler de façon tellement évidente de ce qu'on vit au quotidien dans ces institutions. C'est extraordinaire comme ça vient éclairer ce que nous vivons au quotidien. Et puis il faut le livre de Nargès. Tout est expliqué dans le livre de Nargès. Je fais ça tout le temps, mais c'est pas vrai. La mésinscription, l'homologie fonctionnelle, oui, et puis tout le rapport à l'urgence que nous ne développerons pas aujourd'hui, ici. Ça va? On peut continuer? Alors, Patricia? Quand vous avez présenté cette expérimentation du SAP, vous avez signifié que
connaissiez, que nous, là-dessus, c'était complet. Absolument. Oui, oui. Tout était très clair au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai effectivement présenté les choses en disant que alors, j'ai presque envie de vous dire que j'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que j'avais aussi besoin de leur dire que je les confiais, entre guillemets, à quelqu'un en qui moi-même j'étais en confiance, et la chef de service aussi. Il faut savoir que cette équipe, quand je suis arrivée moi dans l'institution en 2010, aucun directeur n'avait réussi à leur proposer un espace d'analyse des pratiques, tant les directeurs étaient encombrés par cette histoire de cette équipe. À l'époque où je suis arrivée, dans cette équipe, il y avait, en tant qu'éducateur, un psychanalyste qui avait un cabinet en ville, et on avait 2 psychologues, donc de formation, mais qui étaient là en lieu et place d'éducateurs. Donc, si vous voulez, ce n'était pas évident de proposer à cette équipe un travail dans lequel ils pouvaient s'investir, s'impliquer. Donc oui, j'ai été très claire, je n'allais pas jouer... Alors, juste, je veux rajouter, sauf que je pense que eux, ils s'en fichaient un peu. Oui. Ils s'en fichaient un peu. C'était, on va voir, elle arrive, bon, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Ouais. Et c'est les 3 séances de test. C'est ça. Ah bon, d'accord, on va essayer. Oui, mais vous en fichiez pas. Ah non. Où après, comme vous connaissez Claudine Blanchard-Laville et que de par le contexte, on va dire, confidentiel et voilà. du groupe, je pense, peut-être que vous avez abordé ça. Mais quelle était la limite, la frontière entre ça supposait qu'on ne puisse pas se parler de ce qui se passe dans le groupe. C'est ça. C'est ce qu'on a appelé le clivage fonctionnel. Ouais. Mais c'est quelque chose à quoi on est très habitué, Nargès et moi. On a beau être très proches et travailler ensemble, là, c'est presque naturel pour nous. Ouais. Il y a quelque chose sur lequel on n'échange pas. Oui, j'ajouterais qu'il y a un espace là-dessus où, moi étant aussi intervenante en analyse des pratiques, c'est quelque chose de complètement intégré. Je n'interpelle jamais. Enfin, je confie. Et en fait, si les choses ne peuvent me revenir que du côté de l'équipe, pas du côté de l'intervenant. Ouais. Et du coup, chacune gère de sa place ce qu'elle a à gérer. Voilà. J'avais une... Ah oui, pardon. Encore deux questions. Donc, oui. Une première ici, une là-bas, et puis après on poursuivra. Oui. Voilà. Juste une question sur le contexte, quand vous disiez donc les fonctions, ils avaient tous les fonctions d'éduc et il y avait beaucoup de psy dans l'équipe quand vous êtes arrivés, et du coup des difficultés de l'ancien directeur à amener des espaces d'élaboration extérieurs. En même temps, du coup, j'étais un petit peu interpellée parce que je me dis justement, en tant que psychanalyste et psychologue, on a l'habitude, dans ma représentation, de pouvoir faire un travail d'introspection et de réflexion sur sa pratique, quoi. Je ne sais pas si vous pouviez un peu préciser ce que vous dites. Juste, je pense que c'est beaucoup les représentations qu'avaient les directions, enfin les directeurs qui m'ont précédé, et moi-même je l'ai vécu. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis un temps à me dire c'est pas possible, enfin, il faut qu'on puisse leur proposer un espace. Toutes les équipes de l'institution avaient un espace d'analyse des pratiques, sauf celle-là. Alors que ce n'était pas une histoire financière, c'était vraiment un truc un peu... oui, je crois que c'était dans les fantasmes des directions, bien plus que dans une équipe qui n'aurait pas accepté de faire ce travail. Une autre question ? Oui, juste pour éclaircir un peu ce contexte de démarrage là, et bien sûr de comprendre, c'est a priori ils sont pas partants au départ pour ce type de travail. Ou comment ça a été abordé avec eux, comment il y a une brèche qui a pu s'ouvrir sur la nécessité de se mettre au travail collectivement là-dessus, et comment vous, de votre place, vous avez pu l'aborder avec eux. Alors, c'est l'équipe qui, à un moment donné, m'a lancé une perche en me disant que, je crois que c'était lors d'une réunion institutionnelle où ils m'ont rappelé que c'était les seuls
Oui, donc ils formulent une sorte de demande, quoi. Oui. Absolument. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pu y travailler en me disant que c'était pas de leur place. Alors, je vais pas... si, je vais quand même donner cette précision-là, parce que du coup, ça me renvoie à ça. Quand je suis arrivée dans l'institution, le directeur qui était parti avait laissé, vous savez, le plan de formation. Donc moi, j'étais arrivée en janvier, le plan de formation était mis en place. Et il avait mis en place, je crois, une formation sur cette équipe. Et moi, je me suis dit, je vais contacter quelqu'un pour aussi leur proposer un espace de supervision. J'étais toute fraîche, j'arrivais, je me suis dit, c'est normal. Je voyais que ce n'était pas logique qu'ils aient rien. Je contacte quelqu'un pour ce travail. Et j'ai fait, mais pendant 2 heures, j'ai parlé au téléphone avec cette intervenante que j'interpellais. Et là, elle m'a dit, écoutez, on va se calmer, je crois que c'est vous qui avez besoin d'une supervision d'abord. Et donc, je me suis fait 6 mois de supervision pour un peu me recaler dans cette institution dans laquelle j'arrivais. Et je prenais la suite d'une directrice qui venait de décéder. Donc, ça implantait beaucoup de choses dans l'institution. Et effectivement, il fallait que je travaille sur moi avant de pouvoir aller faire des propositions comme ça d'analyse et pratique. Alors, je passe au point où je peux vous dire les modalités d'analyse des pratiques que j'ai proposées à cette équipe. Ce sont les modalités du protocole que je nomme accompagnement clinique groupal et que j'ai décrit dans nombre de textes publiés. Si je résume les caractéristiques de ce dispositif, je dirais que la démarche consiste pour chacune des professionnels qui participent à ce groupe à travailler son implication personnelle dans les actes professionnels qu'il ou elle pose au quotidien, ce que j'appelle la réalisation de la tâche primaire. Ainsi, chacune peut proposer au groupe le récit d'une situation vécue plus ou moins récemment dans sa pratique professionnelle. Dans un premier temps, le récit est exposé librement au groupe dans la version de la situation que le participant a choisi d'apporter pour la mettre au travail. Puis le groupe réagit par un questionnement visant principalement à éclaircir les faits exposés pour enrichir la version de l'événement qui est présenté et commencer à cerner les zones un peu plus obscures. Dans un troisième temps, les participants du groupe émettent des hypothèses de compréhension en proposant des liens par association d'idées ou d'images qui vont permettre aux professionnels qui rapportaient la situation de saisir peut-être certains des ressorts sous-jacents aux décisions qu'il a prises et aux actes qu'il a posés au moment où a eu lieu la situation rapportée. Le rapporteur de la situation, sur fond de réassurance et grâce à l'empathie que manifeste le groupe, peut ainsi accepter progressivement de se décentrer à travers les questions et les propositions qui lui sont adressées. Petit à petit, il reconsidère de ce fait son appréhension initiale de la situation. Dans ce protocole, à la séance suivante du groupe, chacun des professionnels qui a travaillé est incité à revenir sur les élaborations qui lui ont été proposées à la séance précédente, à partir du chemin souterrain que ces élaborations ont suivi entre les 2 séances. Ça, c'est très important pour moi dans ce protocole. Donc, chaque participant travaille 3/4 d'heure, 1 heure dans une séance et de nouveau 3/4 d'heure, 1 heure à la séance suivante. Des règles de travail, bien sûr, sont énoncées dès la première séance par l'animateur, en l'occurrence ici l'animatrice, dont le rôle essentiel consiste, d'une part, à garantir le respect d'application des règles, d'autre part, à faire circuler la parole, en ménageant l'attribution des tours de parole. Chacune est libre de participer à son rythme pour apporter une situation à explorer, pour autant qu'il ou elle accepte le contrat stipulant une présence régulière. Donc l'assiduité est quelque chose d'important
et pour autant qu'il ou elle accepte à un moment donné d'apporter une situation. Aucune note écrite n'est prise pendant les séances, ni par l'animatrice ni par les participants. Il est expressément demandé aux professionnels du groupe de ne formuler aucun jugement de valeur et de toujours s'exprimer en partant de leur propre ressenti à l'écoute du récit proposé. À partir de ces récits, d'incidents que les participants considèrent comme significatifs pour eux, survenus dans leur quotidien professionnel, une exploration se tisse au fur et à mesure des rencontres. Une régularité des séances est nécessaire, ainsi qu'une durée assez longue du travail. Chaque séance, pour moi, dure 2h30, sans pause. Chacun, non j'exagère, quand quelquefois, exceptionnellement, quelqu'un demande 5 minutes, j'accepte. Mais régulièrement, on tient 2h30 et même dans certains groupes, 3 heures sans pause. C'est une équipe de fumeurs en plus. Je dis juste ça. Mais c'est pour ça, oui. C'est extraordinaire. Quelquefois, ils ont un besoin irrépressible d'aller fumer. Bon. Mais ça, c'est récent. Hein. Pendant 4 ans, jamais. Je crois que je commence à me à fléchir dans la dernière année. Et d'ailleurs, il y a une variable qui a changé, c'est que maintenant, ils demandent à venir à mon domicile. Oui, enfin, à ton cabinet. Je suis allée pendant 4 ans à la MEX pour faire ce groupe, dans une salle qu'on aménageait à chaque fois, plus ou moins. Et un jour, tu leur as accepté l'idée de venir jusque chez moi. Oui, enfin, il y a eu le Covid. Oui. Et donc, interdiction, enfin, vous savez bien, c'était compliqué. On oui. ne pouvait pas ouvrir la porte pour les personnes extérieures, etc. Et ils voulaient donc poursuivre en présentiel, et ça s'est passé chez toi, oui. Et du coup, maintenant, ils adorent, ils viennent chez moi. Alors, c'est pas parce que c'est chez moi, c'est parce que c'est extérieur à l'institution. Et du coup, ils aiment beaucoup sortir, venir, travailler dans un lieu extérieur. Intervenante extérieure et lieu extérieur. Alors, je poursuis. À partir des récits qui nous ont fait, c'est donc une exploration de parole au fur et à mesure des rencontres. La présence aux séances est d'autant plus nécessaire que le seul travail effectué de façon tangible, mis à part les cheminements réflexifs, souterrains et personnels, hors séance, c'est ce tissage de paroles entre les participants au cours des séances. De fait, je crois qu'il faut bien insister sur le fait que c'est la répétition des séances à date et heure fixe, hein, c'est mensuel, mobilise les participants presque à leur insu, à la fois dans leur désir et dans une certaine anxiété. D'où la nécessité d'inscrire le groupe sur une durée assez longue pour permettre des avancées, des reculs, des replis, puis de nouvelles avancées. C'est ce travail de maturation lente qui entraîne des évolutions pour chaque participant. Cela rejoint ce qu'écrivent Barbieri et Gaillard. Ces espaces visent à créer un espace auto-réflexif suffisamment sécure, à même de permettre aux professionnels de se dégager des charges d'affect liées aux dynamiques transférentielles qui se déploient dans les rencontres cliniques et qui entrent en collision avec les dynamiques institutionnelles. Vous vous souvenez que c'est un service qui est très clinique, hein, et donc ils ont des rencontres, chacun des éducateurs a des rencontres individuelles avec les jeunes filles accueillies, tantôt pour faire ce qu'ils appellent un point, ils sont comme une sorte de référence, donc régulièrement ils les voient en point, et un autre éducateur les voit pour le projet professionnel à venir. Donc chacun les reçoit individuellement. Et ces rencontres sont des rencontres cliniques, des espèces de face-à-face avec des jeunes filles extrêmement perturbées. Ils sont éducateurs et pas psychologues. Hein. Sauf eux. Alors,
L'équipe d'aujourd'hui, pardon. Oui. Ouais. L'équipe depuis que je l'ai rencontrée. Donc je vais préciser. L'intervenante extérieure que je représente est supposée incarner un point d'extériorité, et c'est ce qui autorise le groupe à un travail d'auto-réflexivité, c'est-à-dire que les professionnels tissent une élaboration de leur subjectivité au travail, des subjectivités singulières qui s'articulent dans une subjectivité collective. Il s'agit bien d'une parole non réductible à un discours qui concerne la pratique de chacun et qui est écoutée et transformée au travers du groupe. Dans cet espace, il s'agit pour moi d'instaurer un travail psychique à visée professionnalisante. Ce travail a pour but notamment de faciliter le développement de la fonction contenante des éducateurs en leur permettant de s'approprier subjectivement des capacités à soutenir leur posture professionnelle et à intégrer la notion de cadre clinique de travail par le biais de ce partage et de cette métabolisation des affects attachés aux situations analysées. Bien que j'ai conçu ce dispositif avant tout à l'intention d'un groupe de professionnels qui ne travaillent pas ensemble, j'ai une certaine expérience d'avoir transposé ce protocole à des équipes réelles, c'est-à-dire des équipes qui travaillent ensemble au sein d'une institution. Vous comprenez que ça ne donne pas tout à fait le même travail. Ce qui caractérise mon approche et qui sans doute se distingue des modalités de travail proposées par d'autres collègues, notamment dans la lignée des travaux de René Caès, des collègues desquels nous sommes proches au plan théorique, je propose aux professionnels d'élaborer sur leur pratique en m'efforçant de maintenir la visée de faire travailler chacune d'eux successivement, en incitant les autres membres du groupe à intervenir pour contribuer au travail de celui ou celle qui a choisi de présenter la situation. Alors même que la plupart du temps, tous dans l'équipe connaissent la situation apportée par l'un d'entre eux, tout au moins connaissent la jeune fille accueillie que la situation concerne. Donc j'incite à ce que l'exposant cherche à élucider en quoi il ou elle est spécifiquement convoqué par cette situation-ci ou par cette jeune fille, en particulier en fonction de sa propre formation et de son histoire personnelle. Je m'emploie à faire en sorte que les interactions dans le groupe ne dérivent pas vers un échange autour du cas de la jeune fille, comme ce qui peut avoir lieu dans leurs réunions d'équipe, et en m'efforçant de conduire le travail du côté des difficultés ou des résonances, en tout cas du côté des mouvements émotionnels réveillés par la situation avec la jeune fille, dont parle l'éducateur ou l'éducatrice qui a proposé le récit. Il est clair que ça n'est pas facile de maintenir cette exigence. Elle ne va pas de soi avec des praticiens qui ont l'habitude d'échanger ensemble. La tendance naturelle étant de discuter du profil de la jeune fille, sinon de sa pathologie, puisque dans cette MEX, les jeunes filles accueillies ont non seulement des difficultés psychiques, mais aussi, pour beaucoup, des maladies extrêmement invalidantes aussi. Genre diabète, VIH, drépanocytose, enfin des choses assez lourdes. J'ai commencé à être aidée pour soutenir cette visée du travail dès lors que ce travail avait commencé à produire certains effets de dégagement pour l'un ou l'autre des professionnels qui avaient pu en témoigner à la séance suivante. C'est comme ça que la confiance peut s'installer. Si à la séance suivante, un professionnel peut dire « Ah ben, ce qu'on a fait la dernière fois, je me suis sentie plus dégagée ou ça m'a rendu les choses plus faciles », voilà, on commence à voir les effets du travail. Donc, moi, je peux
vous voyez, m'appuyer là-dessus pour poursuivre et ça fait un peu boule de neige. C'est en effet à cette étape du travail que les participants commencent à se mettre en alliance avec moi, l'animatrice, pour me permettre de poursuivre le travail. Un certain temps est nécessaire pour que les élaborations en viennent à des associations du côté de la singularité de leur histoire personnelle, tant scolaire qu'éducative, ou en tant qu'enfant dans leur famille. Ces associations émergent au gré de la confiance qui se construit dans le groupe, chemin faisant. Mais je veux insister sur le fait que le maintien des objectifs du travail et de la construction de la confiance dans l'espace groupal sont à construire et à reconstruire en permanence, étant donné le turnover énorme qui traverse l'équipe. Depuis mon arrivée en 2017, seul reste présent à ce jour un membre du groupe initial de l'équipe. D'ailleurs, le plus ancien dans cette équipe est un très ancien dans l'institution. Le plus ancien de toute l'institution. Face aux récurrentes entrées et sorties depuis le début de mon travail, je crois qu'il y a eu 8 départs et 10 nouvelles arrivées dans l'équipe. D'ailleurs, pour Nargès, depuis les 12 ans qu'elle dirige cette MEX, il ne reste que ce professionnel. En tant qu'éducateur, sur l'ensemble 48 du personnel que j'ai eu en arrivant, aujourd'hui, c'est le dernier éducateur qui était là quand je suis arrivée. Tous ont changé. Ah, pardon. Ainsi, j'ai été amenée à proposer, voilà, que je suis obligée de moduler le protocole que j'utilise quand il s'agit d'un groupe de professionnels qui ne travaillent pas ensemble et qui viennent chez moi pour faire de l'analyse de pratique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, là, j'ai très vite constaté que j'avais besoin de faire travailler chaque fois qu'un éducateur partait et qu'un éducateur arrivait, de faire travailler l'équipe autour de la séparation et l'éducateur qui s'en va sur sa séparation, et puis l'éducateur qui arrive pour l'aider à entrer dans l'équipe. Je pense que c'est ce travail, enfin je peux imaginer que ce sont ces élaborations qui ont permis à l'enveloppe de l'équipe de se maintenir, même si elle a été, comme vous l'entendez, effractée en permanence avec ses départs et ses arrivées. L'enveloppe subsiste au-delà de la reconfiguration réelle de l'équipe. C'est une manière de prendre soin des liens entre les membres de l'équipe. Et j'ai souvent pris appui sur l'ancien, je l'appelle l'ancien, dont j'ai reconnu, ça a été ma chance, ou peut-être mon expérience qui m'a permis d'accueillir cela à la première séance, sinon je dégageais dès le 3e test. Ça m'a permis, j'ai pu reconnaître son expérience et sa connaissance de l'histoire du service d'emblée. J'ai tout de suite vu, et en plus, il est psychologue et éducateur. Mais là, il est en tant qu'éducateur. Mais j'ai tout de suite entendu qu'il était psychologue, donc qu'il pourrait être à ma place. Donc cette première séance a été décisive, puisque je l'ai accueilli presque comme un moi auxiliaire qui allait pouvoir me soutenir dans l'animation et en tout cas être beaucoup plus au courant que moi de l'histoire de tout le service et sans doute de nous aider à comprendre ce qui se passait. Ce travail psychique a permis de prendre soin des liens à l'intérieur de l'équipe. C'est ainsi que plusieurs fois, les éducateurs ont pu témoigner qu'ils s'écoutaient différemment depuis le début de notre travail ensemble, en dehors du groupe, avec plus de considération les uns pour les autres et plus de tolérance pour les manières de faire respectives des uns et des autres. Je me dois de dire qu'au cours de la première année de mon animation de ce groupe, beaucoup de temps a été consacré à l'écoute des revendications centrées sur leur chef de service. Il n'était question que de ça, à peu près.
Alors, est-ce que c'était une manière d'éviter le travail que je proposais, qui était difficile pour eux, de se concentrer sur un éducateur ou une éducatrice à la fois et pas faire un travail d'interaction groupale générale? Je n'ai pas cédé sur cette exigence. Je ne voulais pas laisser aller à une discussion de groupe à propos de cette responsable du service. Mais j'ai essayé, chaque fois je ramenais le fait de travailler comment chacun, quand c'était à l'un de parler, comment il ou elle était convoqué spécifiquement parce que le personnage de la chef de service représentait pour lui ou pour elle de difficultés à négocier. Donc une distinction entre la chef de service, moi je ne sais pas qui c'est, mais dans le groupe, c'est un personnage et j'essaie de chercher quel est le personnage du monde interne qu'elle représente, à laquelle ils ont beaucoup de choses à demander et sur laquelle ils revendiquent. Ça a été le moment le plus difficile pour moi de cette animation, où j'ai été mise à l'épreuve pendant une année à peu près. Mais le fait de ne pas céder a été productif, puisque à un moment donné, alors de ne pas céder et puis de les amener par ce travail à se dégager de cette revendication et à se mettre à penser, le travail a basculé complètement. Par la suite, je n'ai plus du tout entendu parler de cette chef de service, sauf en positif, pour me parler de son soutien à l'équipe. C'est assez incroyable à voir. Je peux imaginer que c'est essentiellement le travail du penser chez les éducateurs qui a été dégagé par le dégagement des mouvements émotionnels qui a été produit dans l'espace de l'analyse de pratique. C'est ce qui a fait que la vindicte collective se soit transformée en énoncé verbalisable et en pensée. Et c'est ce qui a permis à la chef de service elle-même, ça c'est ce que Nargès a pu constater, d'occuper une place reconnue et de se montrer elle-même sous un jour différent à l'équipe. Pour moi, dans l'équipe, c'était plus la même personne. Alors, elle est partie depuis 2020 et il a été très difficile de trouver un chef de service ou une chef de service avec un parcours clinique et expérimenté pour diriger ce service. Plusieurs personnes ont fait des tentatives qui n'ont pas tenu. Ça, c'est une question pour la directrice. À mon sens, c'est le cadrage clinique groupal d'orientation psychanalytique du travail qui est à même d'exercer des fonctions importantes quant à la restauration des appareils à penser chez les participants. Pour théoriser cette question, je m'appuie sur le travail de Didier Anzieux. Je suppose que vous avez entendu parler de cet auteur, qui a beaucoup réfléchi sur la question du penser. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le penser ». Et il montre que le penser est soutenu par différentes fonctions et du coup fait l'objet d'attaques psychiques qui nécessitent des défenses spécifiques vis-à-vis desquelles l'animateur doit être attentif. Et je pense que c'est surtout la fonction de contenance, c'est-à-dire le rôle de conteneur, de dépositaire des angoisses et des affects que représente l'animatrice du groupe, qui peut jouer une sorte de rôle d'appui auxiliaire, de fermeté qui permet que les participants s'adossent et qui luttent contre l'angoisse de désétayage. C'est ce que Didier Anzieux nomme la maintenance. Les angoisses d'effraction aussi sont repoussées par le rôle de par-excitation que joue l'animatrice. C'est ce qu'il appelle, lui, la fonction de constance. Et aussi, les angoisses de perte de sens ou de confusion sont mises à distance par la constitution de cette ère transitionnelle où on peut travailler les subjectivités professionnelles de chacun. En tout cas, c'est dans l'espace créé par cette conduite clinique que je fais l'hypothèse que les moi pensants des participants peuvent se redresser et s'épanouir
en lien avec ce que Didier Anzieux appelle le penser debout. En tout cas, moi, je l'ai vu explicitement se dégager à un moment donné, quand ils ont pu se mettre à penser sur la chef de service et qui m'ont rapporté qu'ils étaient capables d'énoncer dans les réunions de synthèse avec leur chef de service ce qu'ils pensaient. Et ça a changé la donne. On n'était plus dans la revendication tous azimuts, mais dans on pense notre pratique, on peut lui en parler, on peut lui demander, et on pense collectivement. Le soutien à la fonction de liaison chez les éducateurs de l'équipe a ainsi pu contribuer à ce qu'ils prennent soin des jeunes filles accueillies de manière plus apaisée, en étant plus concentrés sur leurs tâches éducatives et moins accaparés par les revendications vis-à-vis de l'institution, la direction, la chef de service, l'aide à l'enfance, toutes les institutions partenaires, avec cette mise en route de leur appareil en pensée. L'ancien a beaucoup contribué par ses élaborations propres et sa contribution à celle des autres, à modifier la représentation de l'histoire de ce service, et il a réussi à transformer ses propres regrets d'une sorte d'âge d'or mythique du service. Au début, c'était, mais autrefois, c'était un service très clinique, il y avait des espaces cliniques, on avait le temps de penser cliniquement, mais ça a disparu petit à petit. Il s'est transformé et il a accepté que les choses avaient changé, que la société avait changé, que l'institution avait changé, la direction avait changé, les objectifs n'étaient plus les mêmes, et donc il s'est mis progressivement à accepter les ressources nouvelles avec les limites. Et ce processus d'historisation qu'il a pu nous transmettre progressivement a favorisé la réinscription des professionnels dans une généalogie, donc dans une temporalité longue, même si eux, ils passent de manière très courte dans le service, mais dans une histoire en devenir. Ce travail de liaison psychique participe à une remise au centre de l'attention à la tâche primaire, et donc du lien aux usagers, à partir de ce que le groupe est à même de présentifier du travail de la pulsion de mort. Il entraîne une remise en lien avec l'origine, avec les mythes fondateurs, et il permet une resacralisation de la tâche primaire, sous le primat de la reconnaissance de la vie unique de chacune des jeunes filles accueillies. Sur ce petit passage, on peut prendre 2-3 questions. Il y a les micros qui sont là-haut, si vous avez, ou des précisions. Sur les modalités de travail. Voilà. Céline, allez. C'est les deux du même côté. C'est bon. Je ne sais pas si tout le monde... Il arrive. Voilà, le micro arrive. Oui, j'étais intéressé, Madame Blanchard-Laville, pour revenir sur la question de votre mot auxiliaire, qui est cet éducateur le plus ancien. Parce qu'évidemment, c'est tentant de jouer cette carte-là, en arrivant, de repérer. Donc j'y vois une petite instrumentalisation, avec plein de guillemets, sans doute utile et intéressante, mais voilà, juste pour finir ma réflexion, c'est comment le formuler, est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même à utiliser immédiatement cette situation? Je le dis parce que pour ma part, j'interviens nouvellement sur une équipe, et oui, justement, la première chose qu'a dénoncé cette équipe, entre guillemets, dénoncée là aussi, c'est la collusion qu'il y avait entre certains, sans doute les plus utiles pour l'animateur, et qui pouvaient effacer les autres membres de l'équipe. Donc voilà, je voulais vous poser cette question. Mais oui, vous avez raison. Mais cette première séance-là, à la fois, j'ai confirmé sa connaissance du service, son ancienneté, cette expérience que moi, je n'avais pas, j'arrive, mais je l'ai fait travailler. C'est-à-dire qu'il a travaillé le premier. Oui, c'est ça. Et comme j'avais entendu qu'il était psychologue et éducateur, mes hypothèses étaient tout de suite comment il fait pour gérer cette double fonction
dans cet espace où il n'est qu'éducateur. Du coup, forcément, dans la situation qu'il a travaillé, dont je ne me souviens pas là aujourd'hui, mais je l'ai tout de suite amené sur sa problématique. Est-ce qu'il est en conflit intérieur entre ces deux dimensions? Est-ce qu'il a envie d'être que psychologue? Comment il gère cette tentation d'être psychologue à l'endroit où il était éducateur? Et la chance, c'est que c'est quelqu'un qui accepte d'élaborer sous ma direction. C'est-à-dire qu'il accepte mes hypothèses quand j'en ai, les hypothèses des autres. C'est quelqu'un d'assez modeste qui ne joue pas à celui qui sait, quoi. Il a tout de suite accepté d'élaborer très personnellement. Et il nous a raconté des choses de sa vie au sein de l'équipe. Donc ça a sauvé complètement le travail. Donc pour moi, j'ai continué à le faire travailler pendant les 5 ans. Il a toujours accepté de travailler sur lui et de ramener des choses extrêmement personnelles. Il était presque moteur. Oui, c'est ça. Donc, juste pour préciser les conditions d'efficience. Oui, donc je n'ai pas l'impression de l'instrumentaliser parce que je le reconnais et lui me reconnaît dans la place de garant du cadre. Il n'a pas envie de me prendre la place. On le sent, quoi. Il n'est pas du tout en concurrence sur la prise de place. Par contre, quand il a des interprétations que moi je n'ai pas, je confirme, j'accepte. Donc, il a une place reconnue. Moi, je ne sens pas que c'est possible, hein, mais je ne sens pas que je l'instrumentalise. Alors, si je peux juste de ma place, là, pour le coup de directrice, moi, ce que j'ai observé progressivement un mouvement chez cet éducateur au sein de l'équipe et au sein de l'institution, voilà, franchement, comme ça de l'extérieur, ça paraissait quasi magique, parce que quand tu disais il est modeste, il est devenu, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé en fait à être modeste, sans se sentir mis à mal ni en danger dans l'équipe, etc. Et moi j'ai vu en fait un éducateur, mais vraiment transformer et prendre une place au niveau de l'équipe qui s'est maintenu d'ailleurs, quel que soit le turnover de l'équipe. Hein, et il n'était plus l'espèce de rock, ça y est, il va repartir avec son truc. Non, il était entendu par ses collègues. Enfin, vraiment, moi, il a au fur et à mesure pris une place aujourd'hui qui est tout à fait dans une forme de souplesse. Et ce qui me vient, c'est une place très vivante. Oui. Il n'est plus du tout dans le regret de ce qu'il y avait avant, et maintenant il est dans la transmission. Et puis tous les jeunes qui arrivent, il est dans la transmission, mais pas du tout arrogant. Vraiment, c'est... Bon, alors, évidemment, ce sont des circonstances particulières, ce sont des personnalités particulières, la sienne, la mienne, voilà. Puis le reste du groupe. Voilà. Mais ça s'est vraiment bien organisé et je pense qu'il est content, il est très content de venir, il est toujours là. Hein. Oui, alors moi, ce dont je peux témoigner, c'est vraiment de façon incroyable, ça n'est pas qu'au niveau de l'équipe du SAP, c'est qu'il a modifié en fait sa posture, sa place au niveau de toute l'institution. C'est incroyable. Enfin, mais dans le groupe, il est reconnu comme ayant des compétences en tant que psychologue, sinon psychanalyste. Donc, quelquefois, il intervient de cette compétence-là et quelquefois, il travaille sa difficulté à ne pas pouvoir, dans la situation où il est éducateur, exercer comme psychanalyste, parce qu'il n'est pas là pour ça. Donc, il le travaille. Et c'est très intéressant pour les autres de voir ça. Je pense qu'on peut peut-être continuer. Une autre question, voilà. Ah, on va prendre juste 2 questions. Voilà. Puis on pourra les reposer ensuite. Bonjour. Bonjour Floriana. Moi, je voulais revenir sur justement cette question du turnover. Oui. Où
vous avez bien dit comme ça pouvait faire des situations d'effraction dans l'équipe à chaque départ et nouvelle arrivée. Je mets ça en lien, ça résonne aussi avec ma petite expérience d'accompagnement d'équipe. Je mets ça en lien avec le temps qu'il faut pour que le travail s'installe et le temps qu'il faut pour reposer le cadre pour que chacun puisse se l'approprier. Alors comment on fait? Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Mais c'est sûr, mais à chaque fois, à la personne qui arrive, je demande de quelle est sa représentation de l'analyse de pratique, où est-ce qu'il en a fait, qu'est-ce que c'était, et j'ajuste par rapport à ce qu'on est en train de faire ici, puis les autres m'aident, et on y va assez vite, quoi. Mais après, on prend un temps pour voir comment l'entrée, comment ils se sont sentis la fois d'après dans cette entrée. Est-ce qu'ils ont été suffisamment accompagnés ou bien est-ce que ça a été brutal? Enfin, on travaille l'arrivée, quoi. Ah bon, pardon. Et pour moi, c'est pas très grave de prendre du temps pour réexpliquer à la personne qui arrive, parce que chaque fois, ça me permet de réexpliquer, parce que ça, je dois le faire continuellement, qu'il ne s'agit pas ici d'une discussion autour du cas, que ce n'est pas des interactions pour savoir intellectuellement si on est d'accord sur le diagnostic ou je sais trop quoi, mais que là, non. On travaille pour chacun successivement, pour voir comment chacun est convoqué par la situation qu'il amène. Et que quand quelqu'un travaille, tous les autres contribuent pour le travail de cette personne. Donc moi, c'est toutes les 2 séances que je répète ça. Parce que sinon, si vous laissez filer, ça devient un travail comme dans les réunions de synthèse, comme dans leurs réunions d'équipe. Et puis voilà. Et donc, moi, je ne sers plus à rien. Et donc, moi, ça ne me gêne pas de répéter chaque fois dans des formulations différentes. Et d'ailleurs, ils rigolent parce qu'ils disent « Ah, c'était pas tout à fait comme la dernière fois. Ah oui, on a mieux compris. » Eh bien, ça fait 5 ans. Il ne faut pas avoir peur de le reformuler. Et forcément, au fur et à mesure qu'ils l'expérimentent, ils comprennent mieux ce que ça veut dire. Parce qu'au début, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, le contrat que je propose. Bon, alors moi, je voudrais souligner donc, que cette équipe du SAP, quelles que soient les modifications de sa composition, elle perdure. Elle a pu s'emparer du travail psychique proposé à propos de leur pratique d'accompagnement, donc c'est ce que dit et redit Claudine, des jeunes filles, et à propos de leur représentation de l'histoire de leur service. Et ces élaborations ont permis, dans une certaine mesure, de tisser et retisser chemin faisant des liens consistants entre eux, mais aussi de contrecarrer en partie le sentiment d'urgence et d'accélération du temps suscité dans ce type d'institution. Ces observations, j'ai pu les faire de ma place de directrice et d'encadrante des chefs de service. J'ai pu progressivement constater que ce travail d'analyse des pratiques, tel que le proposait Claudine, contribue à ce que l'équipe du SAP puisse se saisir de sa capacité à exercer sa propre fonction de liaison à l'égard des professionnels de leur encadrement, mais aussi à l'égard des autres éducateurs, des autres équipes de l'institution. J'ai dû assurer un intérim de la fonction de chef de service, parce que donc, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de chef de service, pendant cette dernière année. Et j'ai pu ainsi, en les voyant fonctionner donc, carrément dans les réunions de synthèse, parce que moi je les voyais en institutionnel, mais là, en les voyant fonctionner en réunion de synthèse, en réunion d'équipe. Donc c'est aussi là que j'ai vu comment s'étaient modifiés les liens d'équipe. J'ai pu en fait voir à quel point ils avaient acquis une capacité de recentrer les choses en termes de comment on pourrait modifier les choses de notre place en tant qu'éducateur, plutôt que de se positionner en demandant que les choses changent en dehors d'eux. Ils m'ont montré leur capacité à interroger la direction de l'institution
ou l'encadrement, à des fins toujours de penser leur propre pratique en proposant des solutions. Je dirais qu'ils ont pu recouvrer leur pouvoir sur leur acte au sens de Gérard Mandel. C'est-à-dire que quand ils demandaient quelque chose, si je me plantais, moi, en leur disant mais comment voulez-vous que je fasse avec la protection de l'enfant, avec l'aide sociale ou je sais pas quoi, c'était eux qui me disaient écoutez, ça c'est votre question. Ça m'agaçait. Vous savez, comme quand les mômes vous renvoient tout ce que vous leur avez appris pendant des années, et ils me disaient mais ça, Mme Calabrese, c'est votre question. Nous, on a besoin, là, pour continuer auprès de tels jeunes, de telle et telle chose. Et ça, c'est quand même une forme de très très grande maturité pour moi dans une équipe. Alors, pour terminer, juste quelques hypothèses théoriques. Il nous est ainsi apparu depuis plusieurs années de ce travail que le prendre soin de la fonction de liaison et des systèmes de liens individuels et groupaux au sein d'un service a fait résonance. J'utilise ce terme au sens de ce sociologue qui s'appelle Armut Rosa, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui a écrit tout un énorme pavé sur la résonance. Hors de l'espace d'élaboration particulier de ce groupe d'analyse des pratiques, en se diffusant dans toute l'institution. C'est comme s'il s'était agi de renverser le phénomène d'homologie fonctionnelle dont Nargès vous parlait au début de l'exposé, par transfusion à l'équipe du SAP de la capacité à soutenir des liens. Nous faisons ainsi l'hypothèse que le mode d'animation mis en œuvre dans ce travail d'élaboration des pratiques a permis aux professionnels qui ont participé de s'approprier cette capacité par ce que j'appelle l'introjection identificatoire, et ainsi de développer leur possibilité de faire pièce à la compulsion de répétition et à la poussée de la pulsion de mort inhérente à toutes les institutions, comme l'a montré en son temps Eugène Henriquez. Une dernière remarque, les éducateurs de cette équipe sont assez souvent conduits à des formes de sentiments d'impuissance, sinon de désespoir, quand leur travail, par exemple, est mis à mal par l'institution partenaire de l'aide à l'enfance. Il s'agit alors de les accompagner à sortir d'une forme de fixation mélancolique pour aller vers une position dépressive au sens de Mélanie Klein, c'est-à-dire une position qui leur permette d'accepter ces échecs sans être écrasés par la mélancolie. Je pense justement là à un événement qui est arrivé tout récemment pour une jeune fille qui leur a été enlevée précipitamment par l'aide à l'enfance alors qu'ils avaient organisé dans la durée une stratégie d'accompagnement qui aurait pu la faire avancer et qui a plongé 2 d'entre eux dans des sentiments forts d'impuissance que nous avons dû élaborer à la dernière séance. Bien, on va donc... Très bien, donc il nous reste 10 minutes pour échanger à partir de vos remarques, questions. Il y avait déjà des questions qui étaient en attente, donc n'hésitez pas à lever la main à nouveau pour les poser, et puis ensuite tous ceux qui souhaitent échanger, poser des questions donc à Claudine et Nargès. Oui. Non, mais en fait, j'y reviendrai cet après-midi. Je voulais un peu échanger cette histoire d'instabilité des équipes. Ça m'a intéressé cette histoire de mésinscription et d'homologie fonctionnelle et comment les équipes pouvaient elles-mêmes subir ces effets-là. Ça vient vraiment questionner le cadre de travail qu'on va proposer aux équipes lorsque elles-mêmes subissent ces effets de la mésinscription, c'est-à-dire du temps partiel, pas de qualité dans le travail, et qu'est-ce que ça produit sur cette dimension un peu de contenance, de continuité dans le travail, et où est-ce que l'animateur repère les points d'appui possibles, et comment du coup l'espace de l'ADP, alors que ce n'est pas sa fonction première, se retrouve à faire institution. Dans les contextes de travail aujourd'hui, je pense que c'est une question intéressante à mettre sur le métier, quoi.
je pense qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus un espace où il faut prendre soin des liens. Parce que, effectivement, les équipes sont régulièrement et de plus en plus, et intensément aujourd'hui, soumises à ces attaques à la liaison, en fait. Je pense tout simplement quand on n'a plus, par exemple, suffisamment de personnel sur une équipe. Moi, je sais qu'au niveau de l'encadrement, on se met à imaginer comment on pourrait construire un planning avec des temps où il n'y a plus personne. Donc, les éducateurs qui ont depuis toujours, on a travaillé cette question de « je ne peux pas quitter un lieu sans avoir transmis à mon collègue », on travaille par fenêtre. Et donc, on organise. Enfin, moi qui viens là, c'est parfois extrêmement difficile quand j'étais en position de direction, parce que je savais que je contribuais à l'attaque à la liaison, puisque je disais, bon, très bien, on lâche, ok, vous fermez le service pendant 2 heures, et puis on aura l'intérêt, enfin bon, j'ai pas eu d'intérimaire, mais le remplaçant de je ne sais où, et que c'est les jeunes qui viennent dire à l'éducateur, c'est ton collègue. Enfin, vous voyez, donc on passe notre temps à créer de la rupture et à morceler les interventions et effectivement à rompre la liaison. Ouais, ça c'est... Alors, je voulais réagir à ce que monsieur avait commencé à dire, parce que ça m'a renvoyé à la question des alliances. Des alliances que nous, on construit en tant qu'intervenante aussi. Et alliances inconscientes, parce que ce qui m'est renvoyé, c'est que nous aussi, on a besoin d'un support, en fait, de soutenir notre cadre et notre posture. Et c'était pour rebondir, en fait, comme c'est passé du temps, je ne sais pas trop ce que je voulais dire. Mais c'était quelque chose par rapport à ça. Voilà. Quand on est animatrice, on a besoin d'un support. On va en supervision ailleurs pour se faire aider. Bon, moi, il se trouve que j'ai un âge certain. Je ne vais plus en supervision, mais je peux faire de l'intervision avec des collègues s'il y a jamais j'ai un souci ponctuel. Mais oui, on a besoin d'être soutenu pour pouvoir soutenir ce type de cadre. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la régularité, la continuité. Enfin, moi, j'ai la sensation d'être permanente, quoi. Je fais la permanence, alors que c'est tous les mois. Mais je suis une sorte de repère permanent. Et avec l'enveloppe qui est imaginaire. Mais c'est une enveloppe qui tient depuis 5 ans, quoi. Et ça existe. C'est ça qui tient. Jusqu'à ce que, quand une nouvelle direction va arriver après le départ de Nargès, si la direction ne soutient pas mon action, je partirai très vite. C'est-à-dire que ce genre de travail, il ne peut être soutenu par l'animatrice, l'animateur, que si l'institution le soutient. Ça, c'est hyper clair pour moi. Bonjour. Déjà, merci. Je vous ai déjà entendu plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la première fois, parce qu'il y a toujours des nouveaux questionnements à arriver. Moi, je m'interrogeais un peu sur la question d'extériorité, pour finir à ce que vous disiez. En fait, je me demandais si le fait d'être validée, d'être introduite par Nargès dans l'institution, est-ce que vous pensez que ça a généré quelque chose de l'ordre du fantasme d'affiliation, peut-être je nommerais comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la part des participants, et que ça peut faciliter peut-être votre intégration au groupe. Je dis ça parce que j'ai eu ce ressenti-là en prenant mes fonctions auprès d'une équipe où j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui voulait peut-être un peu aplanir ou faire disparaître les différences entre eux et moi. Voilà. Mais ça reste une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais ce qui m'a quand même surprise, c'est que la plupart du temps, vu que l'équipe a complètement changé,
enfin tous ceux qui arrivent, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas quel lien j'ai avec Nergès. Ils ne savent, enfin, si vous voulez, je suis extrêmement surprise. Ils me prennent comme l'animatrice du groupe d'analyse de pratique, Claudine, point. Ils ne savent pas qui je suis. Je suis à peu près sûre. Non, ils ne savent pas si j'ai écrit des trucs ou pas. Enfin, je crois que ce n'est pas du tout leur question. À preuve, la dernière séance où justement un des animateurs était vraiment très déprimé là, avec ce départ d'une jeune fille qui leur a été enlevée de manière abrupte et sur laquelle ils avaient tout un projet. Enfin, et lui, ça l'a... Hein, ça fait surgir une mélancolie latente, mais qu'il combat en étant très actif, très investi. Et là, tout à coup, il a dit non, mais moi, je sais plus ce qu'on fait dans ce service, j'y crois plus, je sais pas. Enfin, mais pourquoi ça marche, ce qu'on fait? Enfin, là, il était dingue. J'ai été amenée à lui dire mais peut-être que ce serait le moment pour vous. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes absolument immergé sur le terrain. Vous êtes beaucoup investi, mais peut-être que c'est le moment pour vous d'aller chercher des nourritures un petit peu plus théoriques ailleurs pour contrebalancer et pour vous aider à soutenir ce à quoi vous croyez dans votre action sur le terrain. J'étais amenée à lui dire ça. Et du coup, à la pause, il me dit mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller. Et là, je lui dis peut-être vous pouvez regarder notre site Cliopsy. Ah bon, c'est quoi? J'ai une idée de ce que je pouvais avoir écrit, de ce qu'on fait. Je crois qu'ils me prennent pour le repère permanent d'analyse de pratique, c'est tout. Juste, je ne sais pas si tu t'en souviens, Claudine, on avait fait un cycle de conférences dans l'institution, justement en nous appuyant sur les chercheurs qui sont dans l'association Cliopsy. Et donc Claudine est venue sur une matinée. Il y avait une éducatrice qui était assez nouvelle dans l'équipe, parce qu'effectivement, moi je suis pas... À chaque fois qu'un éducateur arrive, je ne lui dis pas, au fait, il faut que je vous le dise, je connais Madame Blanchard-Laville, etc. Enfin, on a institué le truc au départ, et puis après, on n'allait pas en faire une question à chaque fois. Et alors, c'était assez drôle de la voir, donc elle était dans l'Assemblée, et la manière dont elle s'adressait à ses collègues, moi j'étais, voilà, je l'entendais, où elle disait, c'est notre intervenant. Et c'était rien, enfin personne d'autre, hein. Claudine, c'était elle, Madame Blanchard-Laville, c'était notre intervenante. Et je me souviens qu'une fois, je voulais te solliciter juste pour un temps de formation avec l'autre service que j'ai, parce que j'avais une autre institution en dehors de la MEX. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, si j'annonce au SAP que je vais demander à Claudien, ils vont me faire un... Donc j'ai arrêté, tu te rappelles, on s'est dit non, c'est pas une bonne idée. Donc effectivement, il y a un côté comme ça, c'est leur intervenante et elle fait rien d'autre. C'est rigolo parce que cette éducatrice, c'est elle qui, à la fin d'une année, où je dis, bon alors, comment ça a été le travail, qu'est-ce que vous en pensez? Alors elle a dit, mais Madame Blanchard-Laville, vous ne pouvez pas changer de méthode? Voilà la méthode. Ça va être difficile. Et donc on a pu élaborer pourquoi elle voulait que je change de méthode. C'était difficile pour elle d'aller sur la dimension personnelle. Et donc, est-ce que je ne pourrais pas rester sur des choses un peu plus superficielles? Je ne sais plus comment ça s'est dénoué, mais ça s'est renversé. Après, c'est elle qui expliquait aux autres non, il faut aller quoi. Elle me demandait plus du tout de changer de méthode. Mais moi, sur le moment, j'ai été quand même très attaquée. Et je leur ai dit, mais oui, peut-être qu'il faut maintenant, avec le travail qu'on a fait ensemble, penser à un autre type d'animation.
peut-être vous pouvez imaginer pour la rentrée, votre animateur chercher une autre forme d'analyse pratique, il y a d'autres trucs. Et puis, ça s'est dissous, il dit revenez, c'est bon. Donc, on prend une dernière question avant la pause. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de supervision. Quelle différence vous faites du coup entre l'analyse pratique et la supervision? Pour moi, supervision, c'est réservé à faire l'analyse de pratique des indicateurs de groupe d'analyse de pratique. La supervision, c'est le second degré. Ce qu'on y travaille, c'est leur animation du groupe d'analyse de pratique. C'est la distinction qui est faite, qui n'est pas celle qui est utilisée couramment dans le travail social. Quelquefois, on met supervision à la place d'analyse de pratique. Pour moi, supervision, c'est comme le contrôle en psychanalyse. C'est vous animez un groupe d'analyse de pratique, d'accord, vous venez, est-ce qu'on va travailler de la même manière, mais c'est votre animation. Bien, donc là on va vers la pause. Alors, un grand merci à Claudie, un grand merci à Narges pour leur intervention.